Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, c'est l'heure de votre JT. Dans l'actualité de ce lundi 26 octobre, depuis vendredi minuit, nos pays de Savoie sont soumis au couvre-feu. Tout déplacement hors du domicile entre 21h et 6h du matin est donc désormais interdit, sauf dérogation. Conséquence de cet état maximal d'alerte, les bars sont totalement fermés, on verra un reportage à Thônes. Et puis objectif zéro déchet, c'est l'ambition de l'entreprise Franzano, spécialisée dans les traitements de surface. Elle a été conçue pour ne rejeter aucun déchet toxique dans l'air ou dans l'eau. Jean-Paul Crespi nous emmènera à sa visite. Le marché de Noël d'Annecy est annulé. L'organisateur l'a annoncé ce lundi matin sur sa page Facebook. Une décision qu'il juge injuste et déloyale à quelques semaines du lancement de l'événement. GMC Event indique d'ailleurs qu'il contestera cette décision en justice. De son côté, la mairie d'Annecy explique ne pas avoir trouvé, je cite, de solution satisfaisante pour assurer la sécurité sanitaire du marché de Noël et du village des Alpes. Des animations seront tout de même organisées en lien avec des associations et des compagnies théâtrales. Eux appellent à durcir les règles. L'Union régionale des professionnels de santé en Auvergne-Rhône-Alpes demande à élargir le couvre-feu et à confiner la population le week-end. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Pierre-Jean Ternamian. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin radiologue et président donc de l'Union des médecins libéraux de notre région. Alors en quoi un couvre-feu élargi et un confinement le week-end pourrait nous aider dans la lutte contre la propagation du virus? Parce qu'actuellement, toutes les mesures qui ont été mises en place ne changent rien à l'évolution exponentielle, on va dire, de cette marée de Covid-19 qui nous débaroule dessus. Il y a 8 jours, on était à 40 000 cas, on va dire, probables par jour. On est passé à 41 500 ce vendredi. Ce matin, on est à 52 000 et même plus. Delpheci, sur le comité scientifique, annonce des chiffres qui sont probablement au double. Donc la croissance est exponentielle. Si vous rajoutez qu'avec 52 000 médecins, hypothèse basse, ça veut dire que dans 3 semaines, il y a à peu près 220, 240 morts par jour qui vont arriver, on va dire, en France métropolitaine. On ne peut pas tenir. On peut pas, le système de santé n'est pas configuré pour ça. L'économie française a pris 20 points, on va dire, 10 points de PIB en moins, et on vient d'augmenter nos dettes de 20 points. Rode Bézieux, le patron du MEDEF, ce matin, a dit une chose qu'on se doute tous, c'est que la France n'est pas en état économique de supporter un deuxième confinement. Donc il faut trouver quelque chose qui a la même efficacité, mais qui permet à la France de travailler, à la France d'aller à l'école. Et clairement, un couvre-feu à 19h, ça a du sens. Je vous donne un exemple. Pendant la première crise, la Guyane, qui a une faible densité médicale, 150 médecins libéraux, rapport les 14 000 qu'on a nous en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été hors contrôle avec l'arrivée des réfugiés du Suriname. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un couvre-feu à 17h. Alors pourquoi 17h? Mais parce que la nuit, on est à l'équateur avec la base de lancement de Kourou, ça tombe à 18h la nuit. Donc 17h, les gens étaient chez eux. Et avec les faibles moyens qu'on avait là-bas, malgré l'arrivée de la réserve sanitaire ensuite, on a pu juguler l'épidémie de Covid. Vous savez, je dis de façon terrible, vous avez aimé la saison 1 à Mulhouse, vous allez adorer la saison 2 à Lyon. Et on est droit dans le mur. Les courbes montent une progression mais verticale. C'est hallucinant. Est-ce que, d'après vous, la situation actuelle est pire, si on peut le dire comme ça, que la première vague qu'on a eue en Mais bien sûr, février-mars? vous avez actuellement, lors de la première vague, je parle de notre région, l'Auvergne-Rhône-Alpes, au plus fort de la crise, vers le 6 avril, on avait à peu près 2000 patients, 2060, T1 de mémoire, hospitalisés pour Covid. À la date d'aujourd'hui, les derniers chiffres que nous avons en diffusion restreinte, c'est plus de 3000 lits en Auvergne-Rhône-Alpes Covid. Vous avez la vallée du Gier qui appelle au secours en demandant un hôpital militaire. Je rappelle quand même que pour monter l'hôpital militaire à Mulhouse, il a fallu pratiquement 2 semaines et encore 8 jours en plus pour trouver, raclant les fonds de tiroir, trouver les médicaments ad hoc. Donc 3 semaines de délai, on peut plus, on est en guerre.
il faut réagir maintenant. Et on ne va pas attendre une efficacité, on va dire, qui est douteuse pour moi d'un couvre-feu à l'intérieur. Pourquoi? Parce que vous avez la soirée pyjama, vous organisez, vous allez au resto, vous êtes par tablé de 6 et ça continue de croître et embellir. Et ça tue cette saloperie. Vous pensez que votre appel va être entendu? On peut s'attendre à des mesures plus strictes dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'après vous? Alors, je pense que mon appel a été entendu. Si j'en vois, on va dire, le côté viral, on va dire, auquel je suis soumis, on va dire, par vos confrères et vous-même. Le deuxième élément, manifestement, ça s'agite au niveau des hautes sphères politiques, et tant mieux, parce que je pense qu'il faut réagir. Puis alors, de façon très caricaturale, moi, depuis que j'ai pris mes responsabilités, que j'ai annoncé en tant que président de l'URPS qu'il fallait quand même faire des mesures courageuses, je suis médecin radiologue libéral. Vous avez des gens qui appellent nos structures d'imagerie pour insulter mes associés et moi, parce qu'on a le courage de dire qu'il faut peut-être reconfiner la France et prendre des mesures strictes de couvre-feu. Vous avez des gens qui n'ont toujours pas compris que cette maladie tue. Vous avez des gens qui n'ont toujours pas compris qu'il faut mettre un masque, qu'il faut se laver les mains. La France n'a jamais été aussi propre des mains que depuis le confinement, parce que on est bien placé en tant que médecin pour savoir que c'est pas forcément, on va dire, une hygiène terrible, hein, chez les Français. Eh ben, il y en a qui nous insultent au téléphone depuis vendredi. Ça a démarré. On espère que le message est bien passé. Merci, docteur Pierre-Jean Ternamien, d'avoir été avec nous sur 8 Mont-Blanc. Merci à vous. Avec 90 malades hospitalisés et 17 en soins intensifs, la deuxième vague frappe de plein fouet l'hôpital de Chambéry. Au 22 octobre, le taux d'incidence en Savoie était de 543 pour 100 000 habitants. Les équipes de l'hôpital sont inquiètes, d'autant plus que des contaminations ont lieu dans l'établissement lors de visites aux patients. Pour y remédier, désormais, seul le masque chirurgical neuf sera autorisé aux visiteurs et consultants. Fanette de Buisson a contacté le docteur Olivier Rougeau, infectiologue. On l'écoute. On est actuellement dans une très forte progression du nombre de gens hospitalisés ou contaminés par la Covid-19 en Savoie. Et on s'est aperçu ces derniers temps qu'on avait un certain nombre de gens qui avaient été contaminés lors des visites, où les gens n'avaient soit pas des masques de qualité, soit les enlevaient dans la chambre. Alors là, le port du masque chirurgical ne va pas régler le problème, mais un masque chirurgical, on est certain de la qualité. Alors, on demande un masque chirurgical neuf. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recycler le masque chirurgical qu'on met depuis 4 mois et qu'on a dans sa poche. Pourquoi on demande ça? C'est que quand vous allez voir un patient, le patient hospitalisé, lui, n'a pas de masque. Il est fatigué, il est sous oxygène, donc on ne peut pas lui demander de mettre un masque. Et du coup, le simple port du masque chirurgical permet de protéger dans les deux sens, alors que pour les masques tissus alternatifs grand public, ils ne sont efficaces que si les deux personnes les mettent. C'est-à-dire que ces masques-là sont moins efficaces, moins contrôlés, et du coup, il faudrait que les deux aient le masque pour qu'on soit efficace, et on ne peut pas le faire dans le milieu hospitalier. Donc, au vu des cas de contamination qu'on a eus, on est vraiment maintenant plus strict. Les masques chirurgicales, ils sont accessibles partout en officine, ils ne sont pas très chers. On n'est plus en phase de tension comme on était à la première phase de la maladie. Et pour les consultants, les mesures sont bien sûr les mêmes, c'est-à-dire que pour venir en consultation, on demande à ce que les gens aient un masque chirurgical neuf également pour venir en consultation. Là, les chiffres augmentent sur tous les indicateurs, alors un peu partout en France, mais c'est le cas notamment en Savoie et à l'hôpital de Chambéry. Tout simplement, vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet parce que j'ai l'impression que clairement, cette vague-là est plus importante que la première. On a une progression aujourd'hui très importante du nombre de gens hospitalisés. La tension commence déjà à se faire sentir sur les lits de réanimation, où on est en train d'ouvrir des nouveaux lits de réanimation depuis quelques jours, et on va continuer dans les jours qui viennent. Et là où je suis inquiet, c'est qu'on a l'impression que bien que les mesures barrières soient connues, elles ne sont pas suffisamment appliquées, puisque les chiffres ne sont qu'en progression de jour après jour, depuis 15 jours actuellement dans le département de la Savoie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que malgré le couvre-feu qui a été déclaré, ça ne suffira peut-être pas. Il faut vraiment intensifier, je pense, sa responsabilité de chacun à tout moment, en particulier dans sa vie personnelle. Enfin, je veux dire, ce n'est pas simplement mettre le masque parce que c'est obligatoire. C'est mettre le masque pour se protéger ou protéger les autres à tout moment, dès que c'est nécessaire.
Et pour le moment, les visites restent autorisées à Chambéry à raison d'une visite d'1 heure maximum par patient et par jour. Sur les sites aixois de l'hôpital, en revanche, elles sont interdites. Autre conséquence de cette épidémie, les glaciers italiens ferment leur remontée mécanique. Un nouveau décret italien impose cette fermeture jusqu'au 24 novembre prochain. Les glaciers du Stelvio, de Cervinia ou de Valsenales sont ainsi immédiatement fermés leurs portes. Côté foot, cette fois, le match opposant le FC Annecy à Villefranche-sur-Saône est de nouveau reporté. Il devait avoir lieu ce mardi, mais l'équipe de Villefranche compte plusieurs cas positifs de Covid. La rencontre est donc reportée pour la 2e fois à une date inconnue pour le moment. Les supporters qui ont acheté leurs billets en ligne pourront conserver ces titres ou faire une demande de remboursement par mail à l'adresse billetterie@fc-annecy.fr. La culture survit tout de même dans ce contexte de crise sanitaire et ce soir nous nous intéressons à l'Orchestre des Pays de Savoie. J'accueille sa directrice Julie Mestre qui me rejoint sur le plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Alors ma première question c'est en tant qu'artiste, comment allez-vous, comment faites-vous face à cette crise avec l'Orchestre des Pays de Savoie? Oui, bien sûr, c'est une période très difficile pour tout le milieu du secteur du culturel, le spectacle vivant. Alors, on m'informe simplement qu'on n'a pas de micro, on ne vous entend pas. On va essayer de rétablir ce petit souci technique juste avant de vous entendre. Tout autre chose dans l'actualité également. Le groupe Tessier, basé à Chavano, spécialiste de la mécanique de précision, a développé sa propre usine de traitement de surface. Cette usine a volontairement été pensée et réalisée pour qu'aucun déchet de traitement ne puisse polluer l'environnement extérieur. Jean-Paul Crespi a visité cette ligne de traitement qui revendique une production zéro déchet. Reportage. Spécialiste du traitement de surface, d'alliage d'aluminium depuis 20 ans, l'entreprise Franzano, filiale du groupe Tessier, entreprise annécienne, s'est récemment dotée d'une infrastructure industrielle innovante. Par ses capacités automatisées sur l'ensemble du procédé technique et plus remarquable sur sa capacité de traiter l'eau utilisée dans les bains électrolytiques et de purifier les émanations gazeuses issues de ces bains. Pour parvenir à un zéro rejet en air et en eau, une station de décontamination automatisée a été implantée en dessous de la ligne de traitement chimique. Aujourd'hui, c'est strict, tout doit être nickel, on ne doit pas faire de rejet, on doit assurer cette qualité non seulement de traitement et cette qualité technique, mais également cette qualité environnementale. C'est une obligation, mais c'est aussi un devoir des entreprises et d'avoir une responsabilité écologique par rapport à ces produits. Passage obligé pour accroître la résistance à la corrosion ou à l'usure. Le traitement de surface consiste à déposer sur la surface à traiter un revêtement métallique de très faible épaisseur. De l'oxydation anodique, sulfurique à la conversion chimique au chrome, les pièces suivent un parcours spécifique à chacun des traitements sur une chaîne automatisée équipée de 4 robots et de 56 bains. Des pièces destinées principalement à l'aéronautique, la robotique, le luxe, l'armement et la mécanique de précision. On est en rejet zéro d'eau, c'est-à-dire qu'on n'est pas relié à notre station d'épuration, on gère nos déchets, nos seuls déchets sont des boues déshydratés. Nous fabriquons notre eau par un système d'évaporateur sous vide. On est contrôlé toutes les années pour dire qu'on est en rejet zéro d'air. Donc rejet zéro d'eau, rejet zéro d'air. Donc au niveau environnemental, pour une entreprise de Galvano, c'est rare. Retraitement des bains, fabrication d'eau déminéralisée et d'eau osmosée, recyclage permanent des rinçages, aspiration de 25 000 à 50 000 m3/h et lavage de l'air avant rejet. Franzano a répondu par l'innovation aux nouvelles exigences environnementales. Une marche en avant souhaitée pour casser définitivement l'image d'une technique industrielle vieillissante, soucieuse aujourd'hui d'assurer son développement durable. De retour en plateau, sans problème technique, normalement cette fois-ci. Julie Mestre, vous êtes donc directrice de l'Orchestre des Pays de Savoie. Et je disais, comment vous abordez ce contexte en tant qu'artiste et avec cet orchestre ?
Oui, je disais bien sûr que c'est très difficile pour tout le secteur culturel. Alors on essaie au maximum de s'adapter. Là, avec le couvre-feu, on a avancé les horaires des spectacles pour faire profiter au maximum de personnes en fait nos concerts. Et puis à la rentrée, on est allé aussi nous-mêmes vers le public avec des plus petites formes, la musique de chambre, donc des quatuors, des trios, en allant dans les jardins, dans les EHPAD, dans les écoles, pour nous-mêmes faire la démarche d'aller voir ce public qui nous tient à cœur, voilà, et de maintenir cette activité qui est absolument fondamentale. Donc pour bien comprendre, parce qu'on a plein d'informations qui arrivent en ce moment, mais vous allez maintenir vos dates, quelques dates en tout cas. C'est ça, voilà, on essaie de maintenir un maximum de dates. Bien sûr, certaines d'entre elles doivent être annulées pour des raisons sanitaires voilà, impératives, mais celles qu'on peut maintenir, on les maintient parce qu'on voilà, on sent que la culture aujourd'hui est vraiment un besoin. Voilà, on le voit dans l'actualité aussi, on a besoin de culture de musique pour nous questionner sur la société, pour se nourrir individuellement, pour s'épanouir. Alors si on s'intéresse un petit peu plus à vous et à votre histoire avec cet orchestre, vous avez pris la direction il y a 1 an. Comment êtes-vous arrivé ici, à la tête de cet orchestre? J'ai passé une forme de concours, en fait, on est pris sur projet à l'Orchestre des Pays de Savoie. Ma formation, en fait, j'ai fait Sciences Po Paris dans un master affaires publiques spécialisé dans la culture qui m'a conduite à commencer mon parcours professionnel au ministère de la Culture. Et donc là, j'étais en lien avec de grands établissements musicaux comme la Philharmonie de Paris, l'Opéra de Paris. Et donc dans un milieu qui me tenait à cœur puisque je suis moi-même musicienne amateur. Et avec l'envie toujours au fond de moi de m'investir plus tard dans un territoire régional, dans un projet voilà, qui sert les habitants d'un territoire donné. Et c'est ce qui m'a amenée aujourd'hui à l'Orchestre des Pays de Savoie. Je suis ravie de servir les deux Savoies avec ce projet culturel formidable. Vous arrivez de Nice? C'est ça. Ouais. Pourquoi avoir choisi les Pays de Savoie, justement? À la fois pour des raisons personnelles et professionnelles, je suis très attachée justement à l'environnement des Savoies, à la montagne. Et puis professionnelle forcément parce que cet orchestre m'a tout de suite attirée de par son côté itinérant. Il va à la rencontre, justement, on le disait, de son public. Il joue aussi bien dans des grandes salles que dans des petits villages perdus dans la montagne. Et ça me semble fondamental aujourd'hui d'apporter la musique classique, la démocratiser auprès de tous. Alors ça fait plus de 35 ans qu'il existe cet orchestre. Quel avenir vous voyez pour lui? Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser avec lui? Alors l'Orchestre des Pays de Savoie doit toujours pour moi être cet orchestre qui est au service des habitants de son territoire. Mais si c'est un orchestre qui rayonne et qui doit rayonner pour mettre en valeur les Pays de Savoie. Et donc ça, on a envie justement de partir en tournée au-delà des Pays de Savoie, au national, à l'international, pour mettre en valeur et être l'image des Pays de Savoie ailleurs. Et puis aussi, l'Orchestre des Pays de Savoie, c'est un orchestre qui, pour être pérenne, doit toujours être en lien avec les questionnements de la société. Et donc, je souhaite que l'orchestre mène une mission de service public durable et qui soit justement en lien avec les questions contemporaines. Là, il y a beaucoup de questions en ce moment de société. Comment vous voyez cette saison? Est-ce qu'il va y avoir des temps forts? Est-ce que vous êtes un petit peu au jour le jour, un peu comme tout le monde? Comment ça se passe? Alors forcément, la crise nous appelle à fonctionner au jour le jour pour garder espoir. Mais nous avons quand même une saison qui reste dans ses fondamentaux avec des grands solistes, Renaud Capuçon, Marie-Joseph Jude, Anne Gastinel, Christian Rivet. Donc voilà, des fondamentaux qui restent. Et puis ces questionnements qui s'immiscent dans cette saison, par exemple, avec des concerts qui nous poussent à nous poser des questions sur les questions d'environnement, de préservation des milieux marins, tous les liens aussi avec la question des femmes, le lien avec le pluridisciplinaire, comment les arts se nourrissent entre eux et comment on croise les publics. Voilà, ces questions-ci qui viennent aussi s'immiscer dans notre programmation culturelle. Vous arrivez à rester positive dans ce monde de la culture? Oui, il faut absolument. Bien sûr, tout le monde est très inquiet et le secteur de la culture en particulier. Nous n'avons pas les réponses et beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Mais je crois que c'est fondamental de garder cet espoir-ci pour les musiciens, pour nos équipes. Et aussi parce que justement, je crois que l'art et la culture aujourd'hui sont des fondamentaux. On le voit avec l'actualité. Il est important de se questionner sur le monde, de s'épanouir avec la culture, de réfléchir à sa liberté et justement de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas avoir des raisonnements binaires et de se nourrir de beauté et c'est ça l'art. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour terminer? Où est-ce que vous allez vous produire principalement pendant cette saison?
Alors, nos prochains concerts ont lieu en novembre avec les jeunes élèves des conservatoires d'Annecy, Chambéry, Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Donc, on donne 2 concerts, le 6 novembre et le 14 novembre, d'abord à Sénaux puis à Chambéry. On donnera également un concert à Cluse sur la musique de film le 28 novembre. Et on finira l'année en beauté avec Renaud Capuçon à Chambéry, Grenoble et Annecy. Merci beaucoup, merci Julie Mestre d'être venue nous voir, d'avoir apporté un peu de douceur dans ce contexte. J'ai annoncé en titre un reportage que nous n'avons malheureusement pas reçu, mais il sera diffusé dès demain sur un restaurant-bar qui s'adapte à la situation du côté de Thônes. Vous pouvez le retrouver dès maintenant sur nos réseaux sociaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après, vous retrouvez votre météo et puis un nouveau panorama consacré cette semaine aux actrices de la justice au quotidien à Annecy. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain pour un nouveau JT. À très vite.